Bientôt sur ma chaîne YouTube, vous aurez ma grosse critique de One Piece version Netflix, surveillez bien vos abonnements. Pour patienter, voici une chronique que j'avais en réserve depuis quelques mois. Bon visionnage. Vous connaissez ce sentiment de croire à fond au potentiel de quelque chose, vous dire que ça aurait pu être grandiose, mais qu'au final ça s'avère plutôt pas mal. Suffisamment sympathique pour atténuer l'impression de gâchis et de déception que vous aurez pu ressentir, comme si vous vouliez être fâché, scandalisé, mais que vous y arrivez pas parce que vous vous dites que c'est pas mérité en fait. C'est le sentiment que j'ai eu devant le film Tetris, sorti le 31 mars dernier. Un film qui, comme moi, quand j'ai découvert enfant le jeu sur Game Boy pour la première fois, n'arrive pas tout à fait à empiler ses éléments de façon élégante et satisfaisante. Mais est-ce que c'est pas quand même un peu fun malgré tout ? L'autre fois, j'ai réagi à la bande-annonce et j'ai fait part de mes attentes. Maintenant que le film est sorti, laissez-moi vous partager mon avis sur le résultat final. Bonjour toutes et à tous, ici La Wit Moderne et on va lancer cette chronique après le jingle. Parfois, mes spectateurs me demandent « Hermite, que dois-je faire moi aussi pour faire des vidéos sur internet ?» Et là, je leur réponds « Non ! Fuis! Fuis cette vie de misère! N'expose pas ton âme d'artiste vulnérable et sensible aux cruels prédateurs du web! Fuis, Jouvenceau! Fuis !» Et si après ça, ils insistent, et ben là, je leur dis « Idéalement, tu devrais trouver un logiciel de montage adapté à tes besoins. » Et pour le coup, pourquoi ne pas débuter avec Wondershare Filmora 12, le sponsor de cette vidéo. Wondershare Filmora 12 est un logiciel de montage facile d'accès et idéal pour les débutants. Plein d'effets qui donneront plus de charme et d'intérêt visuel à votre image vous seront accessibles en quelques clics. Apportez de l'animation et de la fluidité dans vos enchaînements de séquences avec le keyframing. Superposez vos images pour créer plus de visuels stimulants avec le dessin de masque. Ah ouais, j'avais vraiment pas compris en fait. Et utilisez la puissance de l'intelligence artificielle pour découper de façon propre et hyper facile des silhouettes pour ensuite les incruster sur plein de décors ou même modifier une musique pour que sa durée corresponde à la longueur de votre scène. Et ben voilà, une façon d'aider les vrais créatifs avec des AI, au lieu de demander à un robot de faire une meuf kawaii d'animer avec des doigts en saucisse et prétendre que c'est toi qui l'as fait tout seul. Je vous vois là, sur Twitter, Instagram et Pixiv, hein. Et en plus, ils ont une chaîne YouTube en français avec des tonnes de tutos pour vous apprendre à utiliser toutes les options du logiciel de façon simple et didactique. Je vous conseille de vous abonner d'ailleurs, moi j'aime bien recommander les petits youtubeurs. Aussi, vous voyez le gag qu'on a fait au début ? Non ! C'était fait sur Filmora. Débutez votre aventure dans la création vidéo avec Wondershare Filmora 12. Lien dans la description pour un essai gratuit du logiciel. Encore une fois, essayez gratuitement Wondershare Filmora 12, lien dans la description. Sur ce, bonne chronique à tous. Ok, petit résumé de l'histoire avant de se mettre dans le bain. Tetris est un thriller semi-biographique et un peu politique parlant de la bataille juridique pour obtenir les droits d'exploitation du célèbre et addictif jeu vidéo du même nom, développé par l'ingénieur russe Alexei Pajitnov. Hank Rogers, un développeur de jeux vidéo, tomba amoureux de Tetris en 1988 après l'avoir testé lors d'une convention d'électronique. Il veut alors obtenir les droits de développer ce jeu sur ordinateur, console et arcade. Il y a même un contrat juteux avec Nintendo à la clé, mais ces droits appartiennent déjà à la compagnie Mirrorsoft, dirigée par le millionnaire Robert Maxwell et son petit con de fils, Kevin. Droits qu'ils ont eux-mêmes obtenus auprès de Robert Stein, un homme d'affaires hongrois qui lui-même a chopé les droits auprès de l'État russe en pleine guerre froide. Donc t'as quelqu'un qui a les droits auprès de quelqu'un, qui a le droit auprès de quelqu'un, et vous voyez un petit peu que ça sent l'embrouille là, ces histoires d'intermédiaires. Et vous avez raison. En fait, personne n'a vraiment les droits de Tetris dans le monde, mais tout le monde sait qu'il y a un fric monstrueux à se faire avec. Du coup, c'est la course entre Hank Rogers du camp Nintendo, les Maxwell de Mirrorsoft et Robert Stein pour recevoir les droits de Tetris auprès d'institutions communistes très méfiantes des capitalistes. Raconté comme ça a l'air super fascinant en fait, Savoir qu'il y a autant de manigances, d'embrouilles et de tensions entre le gouvernement russe et des grosses compagnies pour arriver à sortir juste un jeu de blocs qui tombe sur Game Boy, c'est quand même dingue. Mais apparemment, pour ceux qui ont produit ce film, c'était pas assez intéressant pour faire tout un long métrage de 2 heures. Dans ma précédente vidéo, j'avais émis les craintes que ça avait l'air un peu trop dramatiquement exagéré pour rendre ça plus rocambolesque et cinématographique. Et pour le coup, c'est cette exagération dramatique à l'hollywoodienne qui constitue pour moi le point assez faible du film, tout en contribuant quand même un peu à son charme. Je sais pas. Et oui, je sais, Marv, c'est une boîte de production britannique, pas américaine, s'il vous plaît, ne me reprenez pas quand je dis à l'hollywoodienne, c'est une image. Merci.
Le fait qu'il y ait déjà plusieurs hommes d'affaires et grosses compagnies en concurrence en plus d'être face à la sévérité et la vigilance du bloc soviétique, c'est pas assez engageant au niveau conflit apparemment. Qu'est-ce qui manque à cette histoire? Mais oui, il faut rajouter un méchant très méchant. J'imagine que votre traductrice vous a dit que les étrangers n'entrent pas dans les bâtiments gouvernementaux sans une invitation officielle. Alors rentrez chez vous. Mais qui c'est qui est méchant? Mais qui c'est qui est méchant? Arrive alors Valentin Trifonov, cadre haut placé du Parti communiste et du ministère des Affaires étrangères, qui réunit en lui tous les clichés cartoonesques de vilains agents du KGB, d'espions russes et de politiciens corrompus en un personnage. D'un côté, il baisse drastiquement le niveau de nuance et de crédibilité du film, mais de l'autre côté, il est un peu marrant tellement il en fait des caisses pour faire le méchant. Maxwell père et fils sont milliardaires fourbes et manipulateurs, bon ça suffit pas en fait, hein. Ils doivent aussi filer des pots de vin à Trifonov pour détruire la concurrence et faire des courses-poursuites en bagnole à travers Moscou. C'est un film sur Tetris. Alexei Pajitnov qui a des ennuis avec ses supérieurs hiérarchiques, qui ne touche aucun bénéfice de son propre jeu et qui cherche l'amitié de quelqu'un passionné comme lui. Non, c'est trop bas, hein, niveau enjeu personnel, hein. Faudrait aussi qu'il soit poursuivi par des agents du KGB et que sa famille soit en danger de mort. Arrive alors Trifonov avec sa scène culte où il menace Pajitnov de balancer ses gosses, je répète, balancer ses gosses du haut d'un immeuble. Oui, on est toujours dans un film sur Tetris. Hank Rogers qui risque de perdre le deal de sa vie, d'avoir des ennuis avec Nintendo et d'être traité en criminel par les Russes pour s'être gouré sur qui a les droits de Tetris. Encore une fois, mais non c'est mou ça, les enjeux doivent être plus élevés. Faut aussi que Trifonov et ses hommes le tabassent dans un parking, lui volent son pantalon, lui fouillent sa chambre, lui courent après et envoient des agents carrément menacer sa femme, qui habite au Japon. Ça fait beaucoup là, non? Attends, mais c'est pas du Tetris ton truc, c'est du Jason Bourne. Voilà, mais voilà, c'est ça dont je parle. T'as tout compris, Mathias, merci. Le nerd en moi fulmine à l'idée d'avoir des faits historiques déjà intéressants de base se faire traiter ainsi, comme si les producteurs n'avaient pas assez confiance au matériel d'origine pour faire une histoire intéressante. Comme s'il fallait forcément des bagarres et des courses-poursuites pour rendre ce genre d'histoire intéressant, alors que ça aurait pu être une série de duels psychologiques, de fines manipulations et de manœuvres intelligentes entre hommes d'affaires, mélangé avec un aspect biopic touchant sur deux développeurs de jeux vidéo devenant amis malgré les séparations du bloc Est et Ouest. Mais de l'autre côté, c'est vrai que le film n'est jamais chiant, hein, il faut l'admettre. Il se passe toujours quelque chose pour piquer l'intérêt du spectateur, le stimuler et même carrément parfois le faire rire. Ah, je suis désolé, hein, c'est très subjectif, hein, mais voir Howard Lincoln de Nintendo dire à quel point il déteste ces fils de pute de chez Atari... Hank, c'est Howard Lincoln de Nintendo Amérique. Écoutez, on vient de m'informer que Robert Stein est en train de céder Tetris version de poche à Atari. On peut pas les blairer, ces enfoirés. Ça m'a tué, j'ai bien rigolé sur le coup. J'ai vraiment cru à sa haine viscérale et son envie de battre ses concurrents. Trifonov, malgré la débilité de son existence, faut le dire, est un méchant très distrayant, presque autant que Robert Maxwell, qui joue littéralement le méchant milliardaire de Speed Racer. C'est le même acteur, en fait. C'est vraiment la caricature de méchant riche à l'ancienne, hein, tel qu'on le voyait au XXe siècle, avant que ça soit remplacé par les tech bros en col roulé et t-shirt là qu'on a aujourd'hui. Cet aspect exagéré est aussi là, je pense, pour rendre Hank et Alexei plus héroïques, ce qui ne m'étonnerait pas vu qu'ils sont producteurs exécutifs sur le film. C'est pas très objectif tout ça, hein. Ça me rappelle un peu le film sur Zlatan qui met en valeur Zlatan et qui est produit par Zlatan. Oui, le film sur Zlatan, produit par Zlatan, joué avec Zlatan dedans, et Zlatan qui a fait la promotion pour le film où il y a Zlatan dedans. Zlatan. Hank, il est pas juste menacé par le KGB, oh non, il y a aussi des enjeux émotionnels, hein. Il doit éviter d'être à la rue, à cause de sa banque, rester en bon terme avec sa femme, se souvenir que la famille c'est important, et qu'acheter les droits de Tetris c'est bien, mais voir le concert de sa fille, c'est mieux, ça n'a pas de prix. C'est vraiment le cliché du papa qui travaille trop et déçoit son gosse, hein. On dirait la course aux jouets là. Mais pour le coup, on voit en effet en Hank et Alexei les véritables héros de cette histoire. Leur moment d'amitié, cimenté par la scène où ils améliorent Tetris sur un vieil ordinateur où il a été créé, sont le ciment émotionnel de ce film. Le film aurait été encore mieux avec un peu plus de scènes sentimentales entre ces deux-là, je pense. Par contre, niveau scène que j'aurais voulu voir en moins, c'est celle de Hank Rogers chez Nintendo au début du film, avec des dialogues mais qui m'ont donné envie de rentrer en combustion spontanée. Genre, on approchait des niveaux de bêtises et d'infantilité, pas stratosphériques, hein, genre plus haut.
mésosphérique, disons. Voilà, apprends les couches d'atmosphère terrestre avec tonton Hermite. Mathias, est-ce que tu connais tes couches d'atmosphère? Bah, d'abord, il y a les nuages. Ensuite, il y a l'atmosphère. Ensuite, je crois, il y a les étoiles. Après, il y a l'espace. T'as un ingénieur informaticien doublé d'un homme d'affaires sérieux qui s'adresse au PDG le moins fun et chaleureux du monde, un vieux businessman kyotoïte des plus stricts et sévères, et tu lui parles en métaphore de jeux vidéo? Je vous jure, Wallah Oradim, je vous mens pas, hein. Il supplie le PDG de Nintendo de l'aider à obtenir les droits de Tetris en parlant de devenir partenaire et devenir plus forts ensemble, comme Mario et Luigi, Zelda et Link, ou Mike Tyson et le mec d'en face. Oui, c'est un vrai dialogue. C'est un vrai dialogue. Les partenaires nous rendent plus forts. C'est pour ça que Mario a Luigi. C'est pour ça que Zelda a Link. C'est pour ça que Mike Tyson a le pauvre gars qu'il met KO dans Punch-Out. D'ailleurs, Mathias, anecdote, le passage où il parle de Mike Tyson, eh ben, il y a un extrait de gameplay, et en fait, c'est un let's play de Game Grumps. Ouais, ça a été validé sur Twitter par les 10 personnages, justement. Exactement, ouais. Ils ont repéré ils ont pris littéralement un let's play 2, il n'y avait pas leurs commentaires, mais tu vois qu'il y avait une petite bordure orange avec des petits points et un nuancier, là, c'était grillé sur le coup. Il lui parle même de comment Mirrorsoft lui a lancé une plante piranha en pleine course, c'est une métaphore pour il m'a chouré les droits de Tetris sur arcade, et qu'il aura besoin qu'on lui file un champignon pour qu'il reste en vie. C'est une métaphore pour avoir une avance sur commission. Vous savez, dans Super Mario, quand vous courez et que tout se passe bien, et que d'un seul coup, une plante piranha surgit de nulle part et vous crache du feu à la figure. Le fait est, Yamauchi-san, que Kevin Maxwell a lancé une plante piranha sur vous et moi. Il a révoqué mes droits pour les bornes d'arcade, et j'ai vraiment besoin d'un champignon si je veux rester en vie. Hank, mais qu'est-ce que tu fous? Ça veut pas dire qu'il dirige une boîte de jeux vidéo qu'il joue à ses propres jeux? Il y a 0 chromosome de gamer dans cet homme. Il doit être en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce baka gaijin? C'est vraiment très bizarre, on dirait que c'est écrit par un vieux dont les connaissances en jeux vidéo se résument à lire des webcomics de gamers datant du début des années 2000. Alors, j'accuse pas le scénariste d'être comme ça du tout, hein, parce que le reste du temps, il a l'air de connaître son sujet, mais je dis que c'est l'impression que j'ai eue devant juste ces scènes-là, en particulier. Le pire, c'est que la véritable histoire est plus logique, intéressante et beaucoup moins embarrassante. Hank Rogers et sa boîte Bulletproof Software ont connu le succès en 1984 avec The Black Onyx, un des tout premiers RPG japonais. Un jeu à succès considéré comme un pionnier dans un genre toujours populaire au Japon avec Dragon Quest, Final Fantasy, Pokémon et autres. Il a réussi à s'approcher de Hiroshi Yamauchi, PDG de Nintendo, grâce à son amour pour le traditionnel jeu de Go, un peu l'équivalent est-asiatique des échecs. Rogers assura à Yamauchi qu'il pouvait faire un jeu de Go sur Famicom, la NES japonaise, recevant ainsi de l'argent, la confiance de Nintendo et le droit de publier officiellement chez eux. C'est comme ça qu'il est devenu l'homme de confiance de Nintendo pour obtenir les droits de Tetris. C'est quand même plus intéressant que le classique coup de s'imposer de force dans le bureau du patron, et moins débile que « Oh, ils m'ont lancé une plante piranha, monsieur Yamauchi, j'ai besoin d'un champignon ah !» Donc ouais, Tetris le film, ça aurait pu être mieux, mais franchement ça va. C'est vrai que je me suis beaucoup concentré sur le négatif jusqu'à présent, même si j'ai parlé des aspects que j'ai bien aimés. Mais, malgré tout ce que j'ai dit, c'est toujours mieux que 90% des films live-action basés sur des jeux vidéo qu'on a eu. C'est assez exagéré, mais c'est pas ennuyeux. C'est un compromis sympathique entre thriller et biopic. Et si vous n'êtes pas un dingo pointilleux de l'histoire de Tetris comme moi, vous l'apprécierez bien plus pour ses qualités cinématographiques, je pense. Vous remarquerez que je vais pas parler du style, de la mise en scène, la direction artistique, tout ça, parce que j'ai choisi de me concentrer surtout sur l'histoire et l'aspect historique, hein, certes, mais aussi parce que j'ai pas énormément de choses à dire à ce sujet. C'est un petit peu ce que j'avais prévu en me basant sur la bande-annonce et qui s'est avéré vrai. Une intégration rigolote, parfois superflue mais sympathique de l'esthétique pixel et jeux vidéo rétro, afin de faire la transition entre les scènes et les différents actes de l'histoire. Une mise en scène plus nerveuse que ce qu'on attend d'un film historique, qui emprunte beaucoup au thriller d'espionnage, une direction photo très efficace qui évite les couleurs brunâtres, jaunâtres, baveuses des moins bons biopics, un montage rythmé qui transforme chaque rendez-vous d'affaires en duel tendu, malgré quelques soucis de raccord et des arrêts sur image curieux, des musiques pop reconnaissables et rigolotes malgré des choix chelous, genre I Need a Hero pour le climax,
Genre, on est où là, dans Shrek 2? Bref, le niveau minimum de style qu'on attend d'une production Marvel. C'est carrément pas du Kingsman, bien sûr, c'est pas tout à fait non plus Rocketman, mais c'est assez stimulant visuellement et bien rythmé pour mettre ce film au-dessus de la moyenne, film autour du jeu vidéo ou non. J'ai l'impression que c'est le consensus en fait. Si vous croyez que les chiffres sont une bonne façon de juger un film, vous remarquerez que les évaluations tournent autour de 7 sur 10 ou 6 sur 10. Et je suis plutôt d'accord. Pour moi, le meilleur film Tetris restera le documentaire très passionnant et engageant The Story of Tetris par Gaming Historian sur YouTube. Mais celui sur Apple TV est pas mal non plus. Finalement, Hiroshi Yamauchi avait raison, c'est... Pas si mal. pas mal sur 10, encore.